Alors, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui sera présentée par Tamara et Inès, Monde et mondialisation, par Bernard Sophie, Belladem Inès, Jolie Tamara, Tamboa Ndamba, Laure et Herzog Morgan. Une nouvelle semaine s'offre à nous et une nouvelle série consacrée à la mondialisation. Nous sommes le mercredi 24 février et c'est Monde et mondialisation. Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau sujet. Et après notre article de présentation de la mondialisation disponible sur notre blog, nous nous retrouvons ici pour aborder l'interaction entre la mondialisation et l'économie, car tous deux sont étroitement liés. Tel que nous le savons, la mondialisation regorge d'aspects tout aussi importants les uns que les autres. Mais le domaine économique est celui qui nous vient en premier à l'esprit. Donc, pour introduire notre sujet, on avait d'abord commencé par un petit tour de table afin de définir ce que nous évoquait le sujet et donner notre propre interprétation de la mondialisation et de l'interaction économique. Donc, alors, pour Laure et Sophie, elles pensaient d'abord en contexte économique au libre-échange et au point de vue monétaire, donc avec l'euro. Pour ma part, j'ai pensé donc directement au flux d'échange entre les pays, des divers biens et services et les modes d'échange très connus tels que les bateaux, donc maritimes et par voie aérienne, et le fameux conteneur. Pour Morgane, ça a été les échanges qui rythment notre vie quotidienne, donc notre consommation est encouragée par une intensification des flux entre les centres de production et les débouchés commerciaux à travers le globe entier, ce qui a généré beaucoup d'interdépendance entre les pays, hein, mais aussi des problèmes liés à une création hétérogène de richesses. Et du coup, Inès, je te laisse donner la tienne. Merci. Du coup, pour moi, mondialisation me fait penser dans un premier temps, comme Tamara l'a dit, aux flux internationaux et transnationaux, puis aux institutions telles que l'OMC, l'espace Schengen, où les marchandises se transportent facilement, puis à l'Union européenne, les pays en développement, mais notamment les écarts de richesse entre les pays riches et les pays pauvres, puis les PMA. Ouais, c'est vrai que tu as été la seule à penser aux institutions et aux structures supranationales. Du coup, on connaît plutôt bien notre sujet, car la mondialisation dans son domaine économique se définit comme le développement des échanges commerciaux avec des acteurs transnationaux comme les entreprises transnationales. Donc, faisons un petit point histoire, excusez-moi, si on peut l'appeler tout comme ça pour comprendre pourquoi la mondialisation de nos jours, avec tout produit à portée de clic, est différente des échanges de biens qui existaient il y a de ça des centaines d'années auparavant. Oui, donc pour introduire notre petit suivi de l'évolution à travers le monde et à travers la mondialisation, on peut débuter pour un peu avoir les bases par le premier échange, hein, donc qui est aussi vieux que le monde, c'est le troc. Donc comme on le sait tous, le troc, c'est un échange entre deux individus, souvent au sein d'une même communauté, hein, car à l'époque, il n'y avait pas toute cette notion d'entreprise et ce côté commercial, qui se déroule entre deux biens. Dans le cas où on parle donc de troc, hein, étant donné que ça reflète un mode d'échange sans monnaie, et surtout pour l'époque, il n'y avait pas de monnaie. Hein. Et donc ça reflète quand même plutôt bien l'ancienneté de la pratique, hein, qui a l'âge des premières civilisations. Donc pour donner à titre visuel des dates, hein, le troc, ça n'a pas d'origine de création précise, mais elle se confond avec celle des hommes. Et au niveau de la monnaie, une des premières pièces retrouvées a été créée et utilisée vers la date de moins 648 avant Jésus-Christ, dont l'inventeur de la monnaie serait le roi de Lydie. Bon, après, c'est parce que les pièces étaient à son effigie. Hein. Et ensuite, un second échange qui, quand même, est beaucoup plus répandu aujourd'hui, c'est l'échange commercial, hein, qui nécessite de la monnaie pour l'obtention d'un bien ou d'un service. Donc, comme on le sait tous, hein, à n'importe quelle époque, il y avait des marchands qui traversaient le monde afin de vendre des produits issus de la terre d'origine. Et cela, car chaque territoire avait différents climats, hein, et a toujours différents climats, et donc ne dispose pas des mêmes ressources, que ce soit des épices, des aliments
des fleurs ou même des tissus. Et donc l'homme se rendait à travers les pays pour proposer des biens tels que des épices qu'on importait en France avant. Et bon, on les importe toujours, mais le processus n'est plus du tout le même. Donc c'était là des échanges entre les royaumes et les empires de l'époque. Mais vous vous demandez sûrement quelle est la différence avec la mondialisation, pardon, de nos jours. Donc c'est vrai qu'avec tous les sites internet qui nous permettent d'avoir accès à des articles et à une livraison à domicile dans un délai de livraison, mais imbattable pour des produits qui viennent de l'autre bout du monde, hein. Et bien, une des plus grandes différences, c'est quand même l'augmentation drastique des échanges entre les pays. Mais ces échanges n'ont pas connu une augmentation sans raison, et qui est quand même une augmentation soudaine, hein. Et en effet, c'est vraiment des créations qui ont été politiques ou matérielles qui ont révolutionné le flux d'échanges entre les pays. S'il y a bien une invention qui a révolutionné le mode d'échange en masse dans le monde, c'est bien les conteneurs. Mais le conteneur, c'est quoi? C'est une grande caisse métallique pour le transport des marchandises. Le conteneur est révolutionnaire dans le domaine de l'échange économique par sa capacité à pouvoir faire circuler une très grande quantité de marchandises au même moment sur le même bateau, car les conteneurs sont souvent vus à bord des transports de marchandises maritimes. Et pas seulement, bien évidemment. Il a permis aux fabricants de souvent faire de la sous-traitance pour de grandes marques telles que Zara, H&M, de transporter à grande échelle des produits. Ici, dans notre cadre, nous allons parler de l'industrie textile où les produits peuvent être réalisés par plus grosse quantité et ainsi proposer des prix plus attractifs. Et bon, par le mécanisme appelé l'économie d'échelle. L'économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. On parlera ainsi d'économie d'échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les quantités produites et vendues augmentent. Donc, pour faire clair, plus on transporte de marchandises en même temps, plus le prix du marchandise, donc unitaire, baisse, car le coût de transport est partagé avec beaucoup plus d'articles. Et grâce à ces conteneurs, les bateaux peuvent accueillir de plus en plus de marchandises et par rapport à avant, les transports de marchandises ont augmenté de manière drastique. Bien entendu, les échanges avant étaient importants, mais le conteneur a facilité le transport d'un point A à un point B, avec plus de produits circulants et plus rapide, car on peut mettre plus de produits en un seul trajet par rapport à avant. On peut se poser aussi une autre question, c'est comment la mondialisation s'est implantée pendant le XXe siècle sur le plan économique, hein. Bien sûr, il est important de savoir qu'il y a différentes étapes qui sont mises en place. Donc, la toute première, ça a été l'internationalisation des flux financiers commerciaux. Donc, il y a différentes périodes de mondialisation économique qui présentent des points communs. Du développement du commerce international sous l'effet d'une expansion des transports, que ce soit maritime, aérien, routier ou chemin de fer, et d'une nouvelle méthode des conteneurs, comme on l'a vu plus tôt, de la mise en place d'outils monétaires aussi et financiers qui ont été expandus à une surface internationale, et la population aussi qui a un rôle très important car elle permet de favoriser et de créer une demande, hein. Donc le développement des modes de communication et de circulation de personnes a fait naître un attrait des consommateurs pour des produits venant d'ailleurs, mais également des accords internationaux de libre-échange. Au cours de la période contemporaine, le développement des flux commerciaux entre pays a été favorisé. Dans le même temps, un effort de développement des marchés financiers avec en parallèle une libération des échanges. Et ce qui a conduit quand même à un système de financement des opérations de commerce et d'investissement au niveau international. La seconde étape se nomme les implantations à l'étranger des entreprises. Ce qui peut dire qu'à l'international, l'implantation des entreprises se développe dans un double but. Distribuer leurs biens et services dans tous les pays pour couvrir le marché mondial afin d'augmenter le chiffre d'affaires et d'obtenir l'économie d'échelle qu'apporte de plus gros débouchés. Mais aussi un autre but est de produire chaque élément dans le pays où les conditions sont les plus favorables, comme le développement des flux intragroupes. Et le dernier but, très important, est d'accéder à des produits et des matières premières rares. La globalisation de l'économie, c'est la dernière étape, hein. Donc elle est assez large, hein, mais on s'intéressait beaucoup plus au développement de l'économie, de la connaissance,
qui fait que l'information sous forme électronique, donc via des ustensiles informatiques, mais aussi l'économie de la connaissance, les services, l'organisation et la gestion financière, essaye de prendre un pas important sur la production de biens matériels avec les pays dits développés. Donc par là, j'entends tout ce qui est innovation. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la mondialisation? Eh bien, tout simplement, ces phénomènes, ils sont indirectement liés. L'économie devient extrêmement volatile. Les flux entre partenaires peuvent être réalisés en une fraction de seconde à l'échelle mondiale et peuvent, dans le sens inverse, être en situation de rupture. Hein. Mais quand on parle aussi de la globalisation de l'économie, on peut percevoir la spécialisation des produits. Enfin, des productions à l'échelle mondiale. Donc, les évolutions récentes des échanges internationaux conduisent à envisager des répartitions assez nettes de différents types de productions, comme les productions manufacturières en Asie du Sud, Asie de l'Est et Asie du Sud-Est, la production de biens en travail qualifiés et capitalistiques dans les pays développés, tels que le Japon, États-Unis et Europe de l'Ouest, mais aussi la production spécialisée de l'Afrique et de l'Amérique du Sud qui jouent un rôle de fourniture en matières premières. Aujourd'hui, nous nous dévions sur la mondialisation des industries du textile. Ensemble des activités de conception, de fabrication et commercialisation des textiles et donc entre autres de l'habillement. Il faut savoir que depuis les années 1960, ce mouvement de mondialisation du textile-habillement se développe d'une façon continue, mais aussi conflictuelle. D'autres activités ont connu de grands bouleversements, comme dans les méthodes de production, dans la technologie, dans les modes de commercialisation, ou bien dans leur localisation. Mais seul le texte-habillement n'a jamais connu de pause réelle parmi ces bouleversements. Depuis les années 2000, le marché est surtout caractérisé par l'ascendance qu'a pris la Chine sur les autres pays producteurs. Effectivement, une nouvelle évolution est en cours avec la très forte croissance des exportations de vêtements de la Chine sur les marchés des pays de l'Atlantique Nord. Cette entrée devrait se traduire rapidement par un accroissement de la concurrence et des baisses de prix bénéfiques pour les consommateurs et pour les nations. La montée en puissance de la Chine cumule les facteurs majeurs de compétitivité comme les faibles coûts du travail, le haut niveau de formation, ainsi qu'une infrastructure évoluée. Ce pays est assez intéressant pour parler du texte-habillement, car il produit relativement bien, vite, et il bénéficie de rémunération du travail et de conditions de travail particulièrement compétitives pour les employeurs. La Chine, qui est le plus gros employeur du monde, compte aujourd'hui 5,3 millions de travailleurs, soit 2 millions de plus qu'en 1980. Le pays détient 13% du marché mondial, devenu le principal producteur et fournisseur de vêtements. Sa politique gouvernementale a favorisé le développement d'une industrie du textile et de l'habillement tournée vers l'extérieur. Donc pour illustrer ça, je propose qu'on se penche vers l'entreprise Adidas, qui est une firme allemande fondée en 1949 et qui aujourd'hui, par exemple, a sous ses achats, par exemple, Reebok. Donc ça a été fondé en 1949 par Adolf Dassler, dans une petite ville basée en Allemagne. À l'époque, vraiment, au début et même pendant longtemps, jusqu'à l'essor de la marque au niveau international et vraiment les gros débuts de mondialisation et de l'apparition de la sous-traitance, c'était fabriqué dans la buanderie du créateur. Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque et aujourd'hui toujours, il y a quand même Adidas Made in Germany et le reflet de la Deutsche Qualität. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, Deutsche Qualität et Made in Germany, sauf que la Chine, c'est le plus gros employeur et Adidas s'est laissé succomber par la main-d'œuvre à petit prix. Donc, elle fait aujourd'hui fabriquer toutes ses pièces en Chine, les pièces détachées, que ce soit la semelle, le devant, les lacets, et vont se faire ramener via des gros conteneurs, comme on l'a vu plus tôt, en Allemagne, dans des entreprises allemandes, pour se faire assembler et ainsi pouvoir bénéficier du label, oui, je peux l'appeler comme ça, le label Made in Germany. Pour conclure notre sujet de la semaine, je vous propose un instant de débat sur les limites ou tremplins de la mondialisation, avec donc comme question principale
Devons-nous freiner la mondialisation d'un point de vue économique? Pour ce débat, bien évidemment, tout exemple est accepté, donc pas forcément s'appuyer sur le domaine du textile. Je propose de commencer avec un argument un peu trop facile, mais je dirais qu'au niveau de la pollution et de la facilité de la sous-traitance et des modes de production, il y a une grosse nuisance pour la planète. Beaucoup de pollution, beaucoup de déchets de textiles en général notamment. On a beaucoup de photos en Inde. On peut en trouver partout. Moi, c'est ce qui, au niveau des recherches, c'est ce qui ressortait tout le temps. Beaucoup d'eau polluée, des vêtements entassés, un peu comme du foin dans un pré. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros frein à l'économie mondiale. Je vais venir nuancer ce que tu as dit. Du coup, moi, je trouve qu'on ne devrait pas freiner la mondialisation parce que ça a incité aux pays d'ouvrir leurs frontières, par exemple avec l'espace Schengen. On fait du second main, par exemple avec Vinted, qui fait que grâce à l'espace Schengen, on peut faire on peut acheter des vêtements, par exemple en Espagne, et le faire livrer au Danemark, grâce à l'espace Schengen qui est un facteur de la mondialisation. Donc, du coup, on a accès au commerce international, plus de facilité, à moindre coût, et du coup, on peut parler d'une certaine écologie vu qu'on recycle le vêtement. Ouais, c'est vrai. Ouais, du point de vue là, je suis d'accord. Après, moi, ce qui m'attriste quand même un peu, c'est au niveau pollution de transport, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent du Zara, du H&M, parce que du coup, c'est un peu une fast fashion, et que au niveau même Chine aussi, parce que du coup, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer souvent, ou qui eux-mêmes, ça rebute d'utiliser de la seconde main parce que, je sais pas, le pantalon, même s'il est neuf, et ben, il n'est pas neuf. Genre, après, je pense que c'est vraiment très social comme mode de vie, mais c'est vrai qu'au niveau des pollutions, notamment maritimes. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement sur le point de vue de l'ouverture des frontières et de Vinted et de la seconde main. Sinon, moi, ce que je trouve bien, petit point positif de ma part, pour moi, je trouve que ça a permis à des pays qui étaient pauvres de pouvoir bénéficier d'un décollage économique. Par exemple, la Corée du Sud, ou même Taïwan, hein, qui était très pauvre. Aujourd'hui, je cherche comment formuler mon argument. Qui était très pauvre via la facilité du jour d'aujourd'hui de faire des investissements par la facilité de faire des virements, de gérer des flux de capitaux, a pu investir dans des éducations, dans de la formation et se construire une économie ultra moderne et quand même comment ça s'appelle? Zut, j'ai oublié. Voilà, et bon, des formations et peut-être un système scolaire, et oui, on peut garder ça. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ils se retrouvent quand même avec des puissances assez hautes dans le classement par rapport. Bon, après, ce sera jamais la Chine ou les États-Unis. On s'entend bien là-dessus. Mais par exemple, pour la Corée du Sud, je pense que sans l'ouverture économique et donc la division du travail, au jour d'aujourd'hui, elle n'aurait pas pu autant se spécialiser sans ces investissements, par exemple pour Samsung et tout ce qui est création mobile. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Si, je t'ai suivi. Du coup, moi, je voudrais plutôt donner un contre-argument. On va parler de la Corée du Sud. Par exemple, son décollage économique, ça se réalise sous une politique protectionniste. Ça veut dire que on taxe, on fait des frais sur les produits importés. Comme ça, on favorise l'économie nationale. Et du coup, ça se déroule dans des conditions politiques et sociales très difficiles pour une grande partie de la population. Par la suite, on peut
On peut dire aussi qu'elle adhère à l'OMC et du coup baisse ses tarifs douaniers. D'autres, comme la Thaïlande et les Philippines, qui ont du mal à se remettre de la volatilité des investissements. Et d'autres, enfin, qui bénéficient très largement de la mondialisation au niveau du pays, mais avec une répartition très inégale de ces gains, c'est-à-dire le Brésil, par exemple, le Mexique ou la Chine, qui, par exemple, la Chine qui a un coefficient de Gini très mauvais, en mauvaise posture, par exemple, comparé à la France. Et du coup, voilà. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres pays qui restent largement en dehors du processus de la mondialisation. Parce que c'est vrai qu'avec même avec le consensus de Washington, donc qui fait appel à la Banque mondiale et qui donc dispose de fonds, requiert quand même des institutions qu'on peut appeler stables et un niveau de développement humain, santé et éducatif qui ne représentent pas la plupart des pays pauvres. Et je pense que du coup, face à la mondialisation qui fait que se développer, que ce soit en termes d'innovation, de technique, de matériaux aussi, du coup, ce retard, ils n'arrivent pas à le rattraper. Et c'est vrai que ça laisse du coup beaucoup de pays en dehors du processus de la mondialisation et ça les laisse s'appauvrir. Je voudrais parler de la délocalisation. Ouais. Du coup, les pays riches, ils en souffrent. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de Renault, qui ont une entreprise française qui avait des usines en France, qui ont délocalisé en Asie, par exemple, parce que là-bas, comment on appelle ça, la main-d'œuvre est moins coûteuse. Du coup, c'est plus intéressant pour l'entreprise. Mais les pays riches, tels que la France, en souffrent parce que ça entraîne un taux de chômage énorme. Les gens perdent leur emploi. Ouais. Du coup, on peut parler de ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la répartition des gains, comment on pourrait dire ça? Bah, on peut dire que... Non, pas la répartition des gains. Je voulais parler que la mondialisation économique incite également les pays riches à se faire concurrence en matière de réglementation, de protection sociale, c'est-à-dire protection sociale, on peut parler en France des prestations sociales, même si les gens perdent leurs emplois, ils ont une certaine assurance parce qu'ils bénéficient de prestations. Ouais, le RSA, ouais. Telles que le RSA ou le chômage, les APL. Ces prestations sociales sont très importantes. Puis, on peut parler de fiscalité. On peut dire que, bon, il y en a qui font des évasions fiscales, mais ça reste illégal. Mais par exemple, un pays riche tel que le Luxembourg, c'est intéressant là-bas parce que les entreprises ne sont pas taxées à 33% comme en France, ils sont bien moins taxés. À 11-12%, ça tourne autour de ça. Prenons l'exemple de Primark, qui est son siège social qui est en Irlande, qui tourne aussi autour de 12-13%. Et on peut parler aussi de l'éducation, qui fait que même si, comment dire, l'éducation favorise la mondialisation parce que, par exemple, on éduque des gens dans de meilleures conditions afin d'apporter de meilleurs progrès techniques avec de nouvelles machines. Du coup, voilà. Ouais, après, de mon point de vue, je pense que la concurrence, ça peut avoir aussi, comment dire, un côté. Alors après, pour les entreprises, c'est vrai que c'est très compliqué parce que du coup, il y a une pression. Il y a une pression, donc toujours faire mieux que ses concurrents, proposer des prix beaucoup plus attractifs, être un peu une guerre des prix, être comment on appelle ça, price maker et aussi price taker. Ça dépend du coup au niveau de l'innovation là où on en est. Mais
Mais vraiment, au niveau du consommateur, je pense que c'est vraiment bénéfique parce que du coup, on a un panel de choix étendu. On en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les prix. Et je pense que c'est très bénéfique au regret des entreprises. Après, par rapport à la délocalisation, donc ouais, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des aides sociales, des allocations de chômage pour compenser. C'est vrai que, bon, même si d'un côté c'est très compliqué de perdre son emploi, je pense que la délocalisation aussi dans les pays pauvres, même si en général on délocalise pas vraiment dans les pays pauvres, on y reste parce que c'est quand même des prix de main-d'œuvre très attractifs, hein. Et que c'est un peu facile de leur dire, voilà, vous travaillez non-stop pendant, je sais pas, peut-être 16 heures par jour, parce qu'ils n'ont pas la capacité comparée aux personnes des pays riches de dire, bah non, c'est pas les mêmes lois non plus, et puis non, je ne travaille pas autant d'heures pour un si petit salaire. Dans ces pays-là, il n'y a pas vraiment d'études, il n'y a pas vraiment de formation, de diplôme. Par exemple, c'était aux Philippines, je crois. Non, au Bangladesh. Bangladesh. Voilà, il y a les petites usines, vraiment, où c'est assez des états un peu délabrés. Et donc, ces personnes-là, s'il y avait de la délocalisation, elles se retrouveraient vraiment sans emploi et sans point de chute comme on peut l'avoir dans les pays riches avec des aides. Et je pense que du coup, la mondialisation, ça permet quand même à ces petites personnes, même si les conditions de travail sont vraiment pas, elles sont vraiment très atroces, hein, ça je ne peux pas dire le contraire, ça leur permet quand même d'avoir des revenus et donc vraiment d'avoir quand même de quoi se nourrir en fin du mois, même si c'est très peu, c'est déjà quelque chose. Et donc, je me dis que la délocalisation dans les deux sens, c'est tout aussi tragique. Mais c'est très... je voulais mettre le point quand même sur les pays pauvres. Oui. Après, au niveau des arguments, moi, personnellement, j'en ai plus. Je ne trouve plus de sujet de débat. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Moi, je pense que oui. Je pense que tout est bon. Donc, on peut conclure ce petit podcast sur l'économie et ses limites. Donc, sur notre blog, vous pourrez retrouver une petite fiche complémentaire pour comprendre les différents mots, termes qu'on avait vus. Notamment, je ne sais pas... le protectionnisme et d'autres choses comme ça, price maker, price taker. Ouais, aussi. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet. Au revoir. Au revoir.